En français? Anglais. Anglais? Aye. Rue Sainte-Catherine-Ouest, près de McGill College. Are you bilingual or English only? Yes, English. Un petit extrait du reportage de Yves Poirier à la suite de, disons-le, de cette série Choc du bureau d'enquête. Comment vous avez réagi en voyant à quel point, Tom, je commence avec toi, à quel point le français reculait au centre-ville de Montréal, entre autres? Bien, moi, ça fait plus de 35 ans que je travaille dans ce dossier-là, Paul. Je le connais de près. Je connais la communauté de près aussi. Donc, je veux dire que la bonne nouvelle, et ça sortait très bien, c'était équilibré dans le reportage, ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Et la règle, c'est d'avoir des services disponibles en français. Donc, ça, c'est le bon départ. Non, le verre est moitié plein. Parce que moi, j'ai vécu l'autre époque avant 1977. Et je peux te dire que, pour citer Pierre MacDonald et sa fameuse grosse maudite anglaise chez Eaton, c'était pas une légende urbaine. Non. Donc, les choses ont changé pour le meilleur. Mais ça revient. Moi, quand j'ai vu le reportage, j'étais mot en T, mot en H, mot en C. Tabarnak, Chris, hostie, calice, tout disponible, pardonnez le terme. J'étais à la fois, enfin, c'est terrible, révolté et pas surpris. Parce que ce qu'on voit là, on en fait l'expérience régulièrement. Je me souviens, à chacun sa petite expérience, pour avoir demandé de me faire servir en français avec quelque insistance parce que la personne devant moi ne voulait pas, ça finit en disant « racist ». Racist, pourquoi? Parce que j'exigeais que ça se passe en français. On a tous, dans le reportage, donc je ne l'ai pas lu avec les mêmes yeux que Tom, moi, j'y ai vu quelque chose de catastrophique, c'est-à-dire un cas sur deux, le français est hors circuit. Ensuite, pour le français, lorsqu'il est disponible, il faut le demander. C'est comme un accommodement raisonnable qu'on fait aux vieux francophones, aux anciens Québécois, en leur disant « Ah oui, c'est vrai, eux, il faut quand même leur accorder ça. » Et on voit quand même une espèce de baisse du français. On passe en fait de bonjour à bonjour aïe, aïe, bonjour à aïe. Et il y a une nouvelle manière de dire speak white aujourd'hui. C'est plus de dire speak white comme la grosse anglaise de chez Eaton. Le nouveau speak white, c'est simplement considérer que c'est un peu raciste quand même de s'obstiner de vivre en français. Et ça, franchement, à tout le moins, personnellement, j'en fais l'expérience. Je suis pas le seul. Je constate que notre journaliste au Journal de Montréal a fait un reportage absolument remarquable pour décrire concrètement ce qui se passait. Mais si on regardait l'émission de télé qui allait avec, le reportage audiovisuel, on constatait que c'était quand même l'exception. Il y avait très peu de cas où on n'avait pas de service en français. Après deux, trois demandes. Oui, mais c'est ça. Non, mais c'est pour ça que le reportage était juste. Parce qu'elle arrivait, puis elle affichait rien, puis elle ne demandait pas, elle attendait qu'on vienne vers elle. Donc, c'était plus neutre comme ça. C'était bien fait. Manuel? Ben, je sais pas, moi, ça m'a ramené à la vieille anglaise chez Eaton. Et c'est ce que je trouve navrant là-dedans. Moi, quand j'étais petite, ma mère faisait une crise, puis on sortait de chez Eaton parce que la vieille anglaise voulait pas la servir en français. Et c'est ce que je trouve désolant, c'est que le débat sur la langue a été tellement empoisonné dans les dernières années que c'est devenu honteux, identitaire, de vouloir défendre le français à Montréal, que là, maintenant, on a des générations entières de jeunes qui se sont habitués à ça. Et c'est ce qui fait maintenant qu'on n'est même plus surpris de se faire servir en anglais à Montréal. Donc, c'est pire que dans les années 80, quand moi j'étais petite, parce qu'au moins, les francophones, ils étaient indignés de se faire servir en anglais par la vieille madame chez Eaton, alors que maintenant, ils rentrent dans les magasins du centre-ville, puis ils l'acceptent ou ils demandent, s'il vous plaît, se faire servir en français, alors que ce devrait être un réflexe et un automatisme. Prenons les choses une à une. D'abord, la réaction du premier ministre du Québec, du chef du gouvernement du Québec à cette série de reportages. J'ai pas aimé voir les résultats de l'enquête qui a été faite au cours qui a été dévoilée au cours des derniers jours sur la situation du français à Montréal. C'est totalement inacceptable qu'on ne soit pas capable de se faire servir dans les commerces. La loi 101 dit clairement que le français est la langue de commerce au Québec. Donc, on a un problème, on va le régler. Bon. On a un problème, on va le régler. Ça soulève plusieurs questions. D'abord, comment? C'est pas évident, là. Jolin Barrette, le ministre responsable, ça fait à plusieurs reprises qu'il fait l'appel du pied, Mathieu, là, en France, on dit ça. Hein? Alors, lui, il est prêt, de toute évidence, en arbitrage en ce moment au Conseil des ministres. Mais moi, j'ai une question toute simple. On va commencer, là. J'en ai une un peu pour vous provoquer. Tom, exiger de se faire servir en français à Montréal en ce moment, est-ce que c'est un droit ou c'est devenu un caprice en 2020? Ah non, c'est un droit. Et comme je dis,
Moi, j'ai une tendance d'aborder en français dès que je rentre dans un commerce, même si ma première langue est l'anglais. Donc, le réflexe, parfois, ça m'est arrivé au cours des 35 dernières années, une fois dans un coffee shop sur l'avenue du Parc. Une fois, une jeune femme m'a dit « Sorry, I'm a student at McGill ». Alors, j'ai changé à l'anglais, mais c'était pas agréable. Je me suis dit, c'était une grande chaîne, c'était Starbucks. Je me suis dit, ils ont quand même l'obligation d'avoir leur service disponible en français. Mais comme je dis, Paul, moi, je suis un anglophone, je me suis toujours battu, je comprends l'importance pour que toute la communauté se bat pour la primauté du français, pour que ces services-là soient disponibles, parce que ça y va de l'intérêt de tout le monde, que le français demeure la langue première du commerce et des affaires, de l'administration, la langue de tous les jours au Québec. C'est dans l'intérêt de tout le monde et je me battrai toujours pour ça aussi. Ce qui pose autre problème, Mathieu. Ce matin, sondage léger pour le Journal de Montréal. Je veux t'entendre là-dessus. C'est beau là, faire relancer le débat sur le recul là, du français, mais encore faut-il que les gens veulent préserver et sauver la langue. Tu as vu, les jeunes indifférents. Tu as vu les résultats comme moi. Et Jean-Marc, je vais te citer, Mathieu, pardon, je vais te citer Jean-Marc Léger dans le journal ce matin. Il dit, en parlant des jeunes, il dit « Ils sont conscients que l'anglais domine, mais ça ne leur pose aucun problème. » Voilà. Pour moi, c'est là l'élément central. C'est-à-dire, moi, je suis en désaccord, je devine avec les deux jouteurs là-dessus, mais pour moi, c'est la génération de la défaite. C'est-à-dire la génération post-95. La génération qui a accepté que l'anglais allait... Non, on allait passer du primat du français à l'anglais français, au primat de l'anglais. Et puis le français, comme je dis, ça va devenir la langue de la tendresse pour sa grand-mère. Mais on accepte cette idée que la langue commune, de plus en plus, c'est l'anglais. Ensuite, il y a cette espèce de propagande effrayante au fil des dernières années où on assimilait, Emmanuel l'évoquait, au racisme, au repli sur soi, à l'anglophobie, au refus de l'autre, l'exigence du fait français. Il y a l'espèce d'idéologie des droits aussi, une espèce d'une conception un peu dénaturée des droits où on passe du français comme langue commune aux langues nationales, de langue de projet commun, de langue de la société québécoise, au droit des francophones de se faire servir en français. Comme si on réclame ce droit-là, mais on réclame plus que le fait que le français ait le pouvoir. Et moi, tout le projet de la loi 101, c'était ça. C'était pas seulement que les francophones aient des droits, c'est que la langue française soit au pouvoir au Québec. Eh bien, elle a perdu le pouvoir à Montréal. Il s'agit de reconquérir le pouvoir à Montréal pour la langue française. Enfin, Mathieu fait référence au référendum de 95, mais vu mon âge, je me permets d'insister sur le fait que j'étais là pour le référendum de 80. Et à l'époque, en 80, j'ai travaillé au Conseil de la langue française. On a fait un post-mortem. Mon patron à l'époque, c'était Camille Lorrain, l'ultime patron du Conseil à l'époque. Le seul patron de la langue française. Oui, mais j'ai connu aussi Claude Ryan et les deux avaient des visées pas mal plus similaires que les gens peuvent soupçonner. Toujours est-il qu'ils ont fait une analyse post-référendum de 1980 et ils ont découvert que la loi 101 était une telle réussite que ça avait baissé les ardeurs et ça les avait coûté beaucoup de votes, notamment dans la région de la capitale nationale, où les gens étaient très inquiets pour leur pension de retraite, etc. Mais pour revenir aux chiffres du sondage, moi, je ne suis pas surprise de voir les chiffres en ce qui concerne les jeunes de moins de 34 ans. Je pense qu'une grosse part de ça aussi, c'est le fruit de ce monde où la culture est vraiment totalement mondialisée. On écoute Netflix, la musique, le Shopify, le streaming, etc. Les chiffres qui m'ont surpris, c'est qu'on peut montrer les jeunes du doigt tant qu'on veut. Regardez les chiffres chez les 35 à 54 ans. C'est à peine mieux, là. Ils ne trouvent pas vraiment que c'est tellement plus important de se faire servir en français, puis ils ne trouvent pas que c'est tellement plus important que de protéger et d'affirmer la suprématie du français au Québec. Alors, qu'est-ce que ça révèle comme dilemme au gouvernement? C'est l'ampleur du travail qu'il y a à faire et auprès de l'ensemble de la population. C'est pas seulement un problème auprès des jeunes. Objectivement, regardez ces chiffres-là, il y a plus de la moitié des Québécois pour qui, finalement, c'est pas la fin du monde. Mais c'est une question de la réussite, du succès de la loi 101. Oui, ils se sentent plus en sécurité. Alors, pour eux autres, c'est une vieille bataille. Alors, j'arrive avec mon joker. Frédéric Lacroix. Pourquoi la loi 101 est un échec? Alors, c'est un des livres les plus importants parus, me semble-t-il, ces dernières années au Québec. C'est paru au Boréal il y a quelques semaines, un livre remarquable qui montre pourquoi la loi 101 a eu un effet de réussite jusqu'aux années 90. Et depuis, ces effets
vont en descendant régulièrement. Et ce livre documente, au-delà de mon sentiment, de notre sentiment, chacun d'entre nous, de nos expériences personnelles, documente la baisse du français à Montréal, au centre-ville, bien sûr, mais pas seulement, à Laval, maintenant sur la rive sud, au début. Cette anglicisation ou cette défrancisation, les deux vont de pair, le fait que pour les nouveaux arrivants, le français devient, oui, une langue disponible, mais pas la langue commune. Ils peuvent parler français, c'est un succès, mais le parlent-ils entre eux? Beaucoup moins. Ils documentent très, très, très finement ça, et je pense que si la classe politique veut discuter vraiment de l'avenir du français, on en a un ouvrage, on a une série de recherches qui fait le bilan de plusieurs recherches, d'études, tout ça, qui permet de dire la situation, je reprends les mots de l'auteur, Frédéric Lacroix, elle est catastrophique. Et il vient, je crois, documenter de manière très fine ce que nous ressentons plusieurs au fond de nous-mêmes. Se peut-il que le reportage du bureau d'enquête ait un effet d'électrochoc? Parce qu'aujourd'hui, ça a résonné jusqu'à Ottawa. Jusqu'à Ottawa. Allons voir ça. Est-ce qu'on est en mesure d'y aller? Le culot, littéralement le culot, de mettre en doute la fragilité du français à Montréal. Monsieur le Président, pas besoin d'être la tête à Papineau pour savoir que le français est fragile à Montréal. Est-ce que le premier ministre, député de Papineau et voisin de la députée de Saint-Laurent, pourrait remettre les pendules à l'heure? Est-ce que la ministre des Langues officielles partage la position de la députée de Saint-Laurent qui ne voit pas de problème avec l'avenir du français au Québec? Monsieur le Président, s'il va de soi qu'on reconnaît que le français fait face à un recul à Montréal, au Québec, au pays. Les études le démontrent, ce sont des faits et c'est pour ça que nous allons agir. Donc, une ministre, pas n'importe laquelle, Mélanie Joly, qui reconnaît que ça recule, Emmanuel, il faut dire, on référait à la députée de Saint-Laurent, libérale, là, qui avait mis ça en doute, enfin, qui avait nié le recul du français pour finalement s'excuser ensuite. Mais qu'est-ce que sous-tendent les propos de Mme Joly, Emmanuel? Mais moi, je vois dans ces extraits-là quelque chose de quand même révélateur là, pour quelqu'un qui est à Ottawa depuis plus de 20 ans. Il y a 20 ans, par ailleurs, ou il y a même 10 ans, avant l'ère Harper, on n'aurait jamais vu le Parti conservateur soulever l'enjeu du français à Montréal. C'est un parti qui était anti-bilingue, anti-francophone, tout ça. Donc, il y a eu des gros changements. Et je pense qu'il y a une prise de conscience au sein du Parti libéral qu'il faut trouver une façon d'appuyer Québec dans cette démarche-là. Politiquement. Donc, moi, je ne m'attends pas à des grands miracles de la part du gouvernement fédéral qui a une vision très bilingue, pan-nationale. Mais que l'idée de défendre le français au Québec fasse maintenant consensus à la Chambre des communes à Ottawa, vous allez me dire que c'est purement symbolique, mais c'est une avancée quand même importante. Non, mais on a manqué un rendez-vous. On vient de marquer les 50 ans de la loi sur les langues officielles à Ottawa. Et je m'excuse, la meilleure manière de décrire, c'est la bonne vieille blague qu'il y a deux langues officielles à Ottawa. Il y a l'anglais et le français traduit en anglais. Ouais. Le français n'a absolument pas sa place dans la fonction publique fédérale. C'est une blague si quelqu'un vous dit ça. Ce qui passe pour bilingue, parce que, et avec mon travail universitaire, et avec mon travail dans le privé, ça m'arrive d'assister à des réunions fédérales. Si je devais les enregistrer, Festival juste pour rire. Je n'ai qu'à jouer ça et le monde ne croira pas ce qui passe pour du français à Ottawa. Donc, il y a un travail que Mme Joly, si elle est sérieuse, elle aurait dû le faire quand elle était responsable de la loi sur les langues officielles. Et vous savez ce qu'ils ont fait? La seule action qu'ils ont faite, essayer de nommer une libérale, ancienne ministre à Toronto. Ils ont essayé de la nommer commissaire aux langues officielles, justement pour qu'il y ait aucune activité dans le dossier, que ça reste une lettre morte. Moi, je demanderais à Ottawa une chose toute simple. Je leur demanderais de ne pas nuire. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec fasse son travail, que les fédéraux ne nuisent pas, qu'ils cessent de financer les groupes d'activistes anti-loi 101 au Québec ou qui cherchent à toujours la déconstruire morceau par morceau, qu'ils ne cherchent pas d'une manière ou de l'autre, qu'ils ne fassent pas jouer contre le principe de la loi 101, qui est la langue commune, la loi fédérale sur les langues officielles, qui dit que finalement, il y a deux langues disponibles sur le terrain, et ensuite, aucune ne doit primer sur l'autre. Qu'ils ne nuisent pas, ils feront déjà immensément. Ensuite, les Québécois feront le travail. L'appel est lancé. Ne bougez pas. Dans un instant, je vais vous entendre là-dessus. Jusqu'où ira, d'après vous, Donald Trump aux États-Unis? Dans un instant, à la journée.